et de peuplement et collective. Et enfin, il a une spécificité particulière, c'est que le sionisme est un État qui a été artificiellement créé. Artificiellement créé, dans l'ouvrage, je décris toute l'histoire et tous les débats qui ont conduit à la création de cet État. Le discours qui était tenu pour justifier cette colonisation de peuplement tient en un slogan, qui est le slogan, un des premiers slogans du mouvement sioniste et qui reste le slogan phare, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce slogan, il est doublement faux. Non seulement il y avait un peuple sur cette terre, mais secondo, les Juifs avaient des pays. Ils se sentaient allemands, ils se sentaient français, ils se sentaient belges, ils se sentaient russes. Et c'est l'instrumentalisation d'un certain nombre de difficultés qui va amener le sionisme à pouvoir s'implanter. D'ailleurs, au début, le mouvement sioniste, et je donne les chiffres, a de très grandes difficultés à devenir crédible auprès des populations juives des différents pays. 1870, 1890, il y a de très grandes difficultés. Les premières appels à cotisation, c'est 1% de ce qui est, des objectifs qui sont avancés, qui sont retenus. Tout simplement parce que les Juifs d'Europe se sentent volontaires. Et c'est là-dessus que vont arriver un certain nombre de pogroms dans les pays de l'Est, dans ce qui va devenir les pays de l'Est, en tout cas à l'Est de l'Europe. Et c'est cette souffrance-là qui va être instrumentalisée par le mouvement sioniste. Mais dès le début, le mouvement sioniste est conscient qu'il n'y arrivera pas sans le soutien des grandes puissances. Je peux vous assurer que le plus dur dans ce travail, ça a été la lecture de l'ensemble des actes des congrès sionistes mondiaux, qui vous donnent, rien n'est caché, y compris l'idée de génocide. C'est abordé tel quel. Certains disant il faut les déporter, d'autres disant il faut les exterminer. Et ça, dès les débuts du mouvement sioniste, cette question-là est posée. Comment créer les conditions pour que ça soit possible? C'est ça l'objet du débat du premier congrès sioniste mondial. Et il est décidé à ce moment-là qu'il faut trouver un parrainage d'une grande puissance. Le mouvement sioniste va donc aller taper à toutes les portes. On va taper d'abord à la porte du Kaiser allemand, en disant, si vous nous aidez à créer un État qui serait un protectorat de l'Empire allemand, si vous nous aidez à créer cela, donc nous voulons être un protectorat de l'Empire allemand, eh bien nous contrôlerons la région pour vous. Le Kaiser leur répond, je ne peux pas faire cela parce que je suis allié avec l'Empire ottoman où se trouve la Palestine à l'époque. On va donc voir ensuite les Britanniques en proposant exactement la même chose. Et les Britanniques répondent, non, non, nous avons besoin de la stabilité de l'Empire ottoman, la même chose. On va même voir le tsar de Russie. Et il faut vraiment insister sur cette visite au tsar de Russie. Vous avez dans le livre les courriers et la déclaration qui en sortent. On va voir le tsar de Russie qui est un antisémite explicite, qui est un organisateur de pogroms. Et le mouvement sioniste va le voir, et on a affaire là à la première alliance entre le mouvement sioniste et les antisémites. Vous voyez, aujourd'hui, quand on accuse des militants antisionistes d'être antisémites, la réalité historique est exactement l'inverse. C'est le mouvement sioniste qui n'a pas hésité à plusieurs reprises dans son histoire à tisser des liens avec des antisémites en disant « je vous débarrasse de vos juifs en échange du soutien à la création d'un État d'Israël, d'un État en Palestine et Israël ». Et le tsar de Russie répond favorablement, mais dit là aussi, je ne peux pas, je suis aussi allié avec l'Empire ottoman, et donc je ne peux pas soutenir ce type de projet. Et donc le mouvement sioniste va continuer, et en Angleterre, ils vont avoir une réponse qui est une réponse qui indique bien la nature du mouvement sioniste. Parce qu'en Angleterre, la réponse va être, écoutez, nous sommes assez enchantés de votre demande,
mais nous proposons de construire ce foyer juif, non pas en Palestine, parce que nous sommes alliés de l'Empire ottoman, mais en Afrique. Et vous avez une multitude de plans qui sont élaborés en Ouganda, etc. C'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que bien entendu, le mouvement sioniste, ça ne l'intéresse pas. Pourtant, officiellement, c'est pour protéger les Juifs des pogroms. Ça ne l'intéresse pas, puisque c'est une autre réalité qui l'intéresse, qui est effectivement le peuplement de la Palestine. Et donc, le basculement va se faire au moment où une puissance va être intéressée à soutenir ce projet. Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre, sinon on ne comprend pas pourquoi Trump aujourd'hui accorde autant d'importance au soutien à Israël. C'est ma deuxième thèse, qui est que le sionisme ne peut pas se penser sans ses liens avec l'impérialisme. La recherche du parrain va commencer, qui était un échec, va commencer à devenir une réussite quand? Ce n'est pas par amour des Juifs que les Anglais vont déboucher sur la déclaration Balfour reconnaissant la légitimité d'un foyer dit national juif en Palestine. Ce n'est pas par amour des Juifs, puisqu'on a, y compris des antisémites au gouvernement anglais, qui soutiennent ce projet-là. Ça se fait quand? Ça se réalise en pleine Première Guerre mondiale. On va retourner dans vos cours d'histoire. Rappelez-vous vos cours d'histoire. La Première Guerre mondiale, elle ne commence pas comme elle a fini. Elle commence d'abord par de sérieuses défaites des Anglo-Français. De sérieuses défaites. Quand a lieu la défaite des Dardanelles, on a peur que les Allemands l'emportent. On a peur que les Allemands l'emportent. Le rapport de force est exactement l'inverse. Il faut donc changer le rapport de force rapidement. Les Anglais et les Français décident à ce moment-là, pour changer le rapport de force, deux choses. Premièrement, il faut que les Arabes se révoltent contre l'Empire ottoman. Donc on va aller promettre, c'est le fameux Laurence d'Arabie, ce film et ce personnage qu'on a mythifié, etc., qui est en fait un agent du gouvernement britannique, pour aller susciter une révolte des Arabes contre l'Empire ottoman. Et ils vont, pour que celle-ci ait lieu, promettre la création d'un royaume arabe qui regrouperait l'ensemble des pays arabes. Et donc on va aller promettre cela. La révolte va avoir lieu. On va avoir un vaste mouvement qui va beaucoup affaiblir les adversaires, qui va bousculer, qui va mettre l'Empire ottoman de côté dans la Première Guerre mondiale. Et donc ce premier objectif est atteint. Mais ça ne suffit pas. Il faut également obtenir l'entrée en guerre des États-Unis, qui eux prétendent être neutres. Ils aiment bien les États-Unis, qui est la guerre ailleurs et qui vendent des armes. Hein, mais jamais la guerre sur leur territoire, c'est la guerre à l'extérieur. Et donc ils vendaient des armes aux deux camps. Comment obtenir l'entrée en guerre des États-Unis? Les États-Unis, c'était le seul pays dans lequel le mouvement sioniste avait une consistance. Et donc on va avoir la déclaration Balfour comme cadeau dans le contrat de mobilisation du mouvement sioniste pour obtenir l'entrée en guerre des États-Unis. Et effectivement, elle va être obtenue. Là, je vous demande de me croire, mais vous pourrez feuilleter le livre tout à l'heure. Tout ça, c'est sourcé, documenté. Il y a les documents, les interventions du mouvement sioniste, les réponses des sénateurs états-uniens, etc. On a cette dimension qui se met en place. Donc, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par philosémitisme que la Grande-Bretagne commence à rejoindre, à soutenir le projet sioniste. C'est uniquement pour des raisons de calcul du rapport de force militaire. D'ailleurs, on parle souvent de la déclaration Balfour. Alors Balfour est donc un représentant du gouvernement anglais qui va envoyer un courrier privé, alors je le dis parce que ça a de l'importance sur la notion de droit international, à Rothschild et au mouvement sioniste pour lui promettre la création d'un foyer national juif en Palestine. Dans ses mémoires, il écrira « On a mis foyer national juif pour que tout le monde pense qu'il n'y aura pas d'État. » En réalité, c'était une manière d'endormir les gens à ce niveau-là. Et donc, on va
6 mois avant Balfour, c'est ça que je voulais dire, 6 mois avant Balfour, on a une déclaration, cette fois-ci plus officielle, qui est du ministère des Affaires étrangères français. Cette déclaration est peu connue, mais c'est la déclaration Combon qui promet la même chose. C'est pour vous dire que ça n'est pas un problème anglais, etc. C'est vraiment les grandes puissances qui se disent qui va contrôler cette région, qui est une région qui a un poids particulier. Bien sûr, comprendre cela, c'est d'abord comprendre pourquoi cette région, elle a une place aussi centrale dans les décisions des grandes puissances impérialistes. Et c'est le drame du peuple palestinien. C'est d'être dans une région qui est ce que j'appelle le nœud stratégique mondial. Et c'est pour cela que la lutte du peuple palestinien revêt une place particulière. J'y reviendrai tout à l'heure. Concentrons-nous pour l'instant sur l'enjeu de la région, qui n'est pas un enjeu récent, qui est un enjeu extrêmement lointain. Cette région, elle est géographiquement à l'intersection de 3 continents. Il n'y a aucune autre région au monde qui est à l'intersection de 3 continents. Et de quel continent? L'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le contrôle de cette région est depuis toujours un élément clé de ceux qui veulent dominer le monde. Vous avez tous appris les croisades à l'école. On vous a dit que c'était des motifs religieux. Allez regarder les flux commerciaux de l'époque. Allez regarder les routes de la soie. Allez regarder les routes du sel. Et vous verrez que cette région était déjà à l'époque un enjeu géostratégique énorme. Et le religieux était déjà à l'époque une couverture pour des intérêts commerciaux, des intérêts de profit. Remontons le temps et venons-en au moment où les sionistes tapent à toutes les portes des grandes puissances. Qui domine le monde à l'époque? Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Qui domine le monde? La France et la Grande-Bretagne. La France et la Grande-Bretagne qui sont les 2 puissances qui dominent le monde avec une hégémonie anglaise, mais les Français disputent cette hégémonie, ça a provoqué de très nombreuses grèves. Où se situe la région par rapport à l'Empire britannique? C'est ce que les Britanniques appellent la route des Indes. Je vous rappelle ce qu'un vieux monsieur, je vais sans doute relire, qui s'appelle Karl Marx, je crois, disait, il nous disait jamais l'Angleterre n'aurait pu prendre cette place et s'industrialiser comme elle l'a fait, sans la destruction, sans l'exploitation, la surexploitation de sa colonie indienne. Autrement dit, c'est le sang, la sueur des Indiens qui ont permis l'émergence de l'hégémonie anglaise à cette époque-là. Et la Palestine, elle est où? Elle est sur la route des Indes. Si on veut contrôler le flux commercial qui va de Bombay à Londres, il faut maîtriser le Moyen-Orient. Il faut avoir un pied au Moyen-Orient et en Palestine en particulier. Cet enjeu-là va être encore renforcé avec le percement du canal de Suez. Le percement du canal de Suez, je vous rappelle, ça fait passer le flux commercial Bombay-Londres de 4 mois à 40 jours. Les enjeux sont encore multipliés. Et le contrôle de l'Égypte, là aussi, on a des textes très clairs du Foreign Office, du ministère des Affaires étrangères anglais, au moment où il décide de soutenir le sionisme, qui est de dire, si nous soutenons le sionisme, nous allons avoir un État sur place qui nous permettra de contrôler toute la région et de consolider notre mainmise sur le canal de Suez. Donc on est bien dans cette logique-là. Et encore, on n'a pas encore découvert le pétrole et son importance. Tout ce que je vous dis là, c'était avant le pétrole. Vous ajoutez l'expérience de la Première Guerre mondiale dans laquelle on se rend compte d'une chose. Le pétrole devient l'énergie stratégique. Vous ajoutez la Seconde Guerre mondiale, vous avez tous les images en tête des chars de Rommel bloqués par manque de carburant. La guerre du pétrole a été un des éléments essentiels dans le rapport de force militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme par hasard dans l'entre-deux-guerres qu'on découvre dans cette région qu'elle est une des sources principales des réserves pétro-gazières.
Et donc le pétrole, le contrôle de cette région, c'est aussi le contrôle de cette région. Rapprochons-nous encore la dimension, après la Seconde Guerre mondiale, de guerre froide, la mise en place de la guerre froide, c'est-à-dire toute la politique états-unienne, et de contenir l'Union soviétique. Et pour cela, eh bien, il faut aussi la contenir d'un point de vue énergétique. Or, l'Union soviétique en 1945 est en difficulté d'accéder au pétrole. Ces puits de Bakou ont été entièrement détruits et il faut 8 ans pour les reconstruire. La stratégie qui est mise en place à l'époque, c'est d'appuyer la création de l'État d'Israël comme moyen d'isolement de l'Union soviétique, avec le Shah d'Iran à côté également. C'était un moyen d'isolement. Et si nous revenons jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous avez tous entendu parler du projet des grandes routes de la soie chinoises, ce projet géant d'infrastructures routières, informatiques, etc. Eh bien, regardez les cartes de la route de la soie et vous verrez que le contrôle du Moyen-Orient est un des éléments clés et que si les États-Unis contrôlent le Moyen-Orient par l'intermédiaire d'un État comme Israël, eh bien, les routes de la soie ont de grandes chances d'être en grande difficulté. Il reste une dimension qui est transversale à tous ces éléments historiques, qui est une dimension politique, qui est dans les réflexions et les documents des ministères des Affaires étrangères de l'époque, qui est l'idée que cette région doit être contrôlée absolument, et que pour qu'elle soit contrôlée, il faut éviter l'émergence d'une nation arabe. Et si vous regardez la carte, regardez où se situe la Palestine. Il n'y aura aucun processus de construction nationale arabe tant qu'il y aura l'État d'Israël, puisque c'est en plein milieu, ça empêche toute cohésion, ça empêche y compris tout échange, et donc ça empêche l'émergence de cette construction nationale. Et c'est dit tel quel à l'époque. L'impérialisme britannique, si je devais résumer cette analyse géostratégique, avait besoin, et aujourd'hui les États-Unis ont besoin de ce que j'appellerais un État vassal, lui permettant de gérer la région par procuration. En 1945, les États-Unis ne vont faire que prendre le relais de cette vassalité. Et donc le seigneur change, mais on est encore dans un lien de vassalité. Alors vous allez me dire, mais quand même, M. Bouamama, vous exagérez, parce qu'il y a eu quand même le mandat, il y a eu le droit international, il y a eu une instance qui a délégué aux Britanniques d'administrer cette région pour arriver au droit à l'autodétermination. Alors, quelques mots sur le droit international. Bien entendu qu'il faut s'appuyer sur le droit international lorsqu'il va dans une direction qui est favorable au peuple. Mais attention, le droit international est toujours l'expression d'un rapport de force. Il fut un temps où l'esclavage était légal et où les traités internationaux parlaient d'esclavage. Et donc on ne peut pas défier le droit international. Il faut le prendre comme étant une photo à un moment donné de l'état du monde et de l'état de ses rapports de force. Et en ce qui concerne le peuple palestinien, le droit international commence par quoi? Il commence par un mandat qui est donné aux Britanniques de gérer une région sans demander l'avis au peuple qui y habite. Et dans cet acte de la SDN, ce n'était pas encore l'ONU, de donner ce mandat, on décide de mettre l'intégralité de la déclaration de Balfour. C'est-à-dire que le mandat comporte un texte privé, une promesse britannique au mouvement sioniste est intégrée dans un texte international. Et en réalité, toute l'histoire du mandat est une histoire de colonisation. Si vous feuilleterez tout à l'heure les différents chapitres, vous verrez que la manière de fonctionner des Britanniques a été de favoriser la colonisation de peuplement. Et quand
le peuple palestinien se révoltait. On faisait une enquête et on produisait un livre blanc qui disait « Non, on a été trop loin, il faut se calmer ». Et dès que les révoltés étaient rentrés chez eux, on réouvrait les portes à cette immigration jusqu'à une nouvelle révolte. Et on a eu une révolte en 1920, et une révolte en 1928, et une grande révolte qui a duré 3 ans en 1936. On ne peut pas dire que le mandat britannique, ça a été un mandat. Le mandat britannique a été l'accompagnement du mouvement sioniste. Et le pire, c'est que on a des documents officiels qui indiquent quoi? Qui indiquent qu'il s'agit de gagner du temps pour que la population juive devienne majoritaire en Palestine, et qu'alors on fera un référendum d'autodétermination. C'est-à-dire qu'on a affaire à un cynisme des grandes puissances, qui est un cynisme qui consistait à promettre aux Arabes la même terre qu'on a promis aux sionistes, on a promis le royaume arabe, donc on promet aux Arabes la terre, on promet la même terre au mouvement sioniste, et en plus, on signe des accords secrets, les accords Sykes-Picot, qui divisent la région entre Britanniques et Français. Donc on a là un cynisme complet qui vise à permettre la construction de cette colonisation. Alors,